Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Mais auparavant, on accueille l'invité d'André Berkoff, Michel Herman, écrivain, philosophe, professeur à l'Université de Bourgogne et auteur de ce livre « Aimons-nous encore la liberté ?» C'est publié chez Plon. Et oui, c'est une question pratiquement shakespearienne. Bonjour Michel Herman. Bonjour André Berkoff. D'abord, moi je suis content. Vous savez, quelqu'un, je vais vous dire, j'ai lu votre bibliographie, et quelqu'un qui a écrit 6 livres sur Proust ne peut pas être complètement mauvais. Et je vous remercie. Effectivement, quand j'ai lu votre livre, je m'en suis absolument convaincu. Non, c'est très bien de parler de ce qui préoccupe beaucoup, et on en parle beaucoup, c'est que, est-ce qu'on n'est pas en train de ce France, pays des Lumières, pays de la liberté, pays de la contestation, pays de Voltaire, etc., de des proches de Coluche, enfin on va pas revenir, on va pas citer tout le monde, vous en parlez dans votre livre, et je me suis demandé, d'ailleurs, je vais vous demander, vous avez mis « Aimons-nous encore la liberté » avec un point d'interrogation. Sure. Est-ce qu'on n'en est pas presque au stade où cette liberté, alors je vais peut-être un peu pessimiste, n'est pas en train de nous quitter? Parce que, effectivement, moi je suis d'un âge aussi d'une génération qui est connue, les Desproges, les Coluche, etc., etc., et puis les harakiri, hein, rappelons-nous, tout cela, où on blasphémait comme on voulait, où il n'y avait pas, on ne se faisait pas tuer quand on mettait telle ou telle caricature, on ne se faisait pas massacrer. Vous posez parfaitement le problème. Mais alors, c'est quoi aujourd'hui la liberté, Michel Herman? Vous savez, la liberté, c'est d'abord un mot. Et c'est un mot que l'on n'entend plus aujourd'hui. Le mot liberté est très peu dans la bouche des politiques. C'est la première constatation. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé lorsque j'ai commencé à réfléchir à cette question, enfin, cette question s'est en quelque sorte imposée à moi, à ma réflexion de philosophe sur le monde actuel, je me suis rendu compte que c'est plutôt les mots censure, enfin, les mots illibéralisme, enfin, des mots comme ça que l'on entend. C'est un mot que l'on n'entend plus, et c'est pourtant peut-être l'un des plus beaux mots de la devise républicaine. Vous avez cité Éluard dans votre livre, « Liberté, j'écris ton nom ». Liberté, j'écris ton nom. Je crois qu'aujourd'hui, on n'ose pas le barrer. Mais on n'ose plus l'écrire, on ne sait plus l'écrire. Alors on n'ose pas le barrer parce que la liberté reste tout de même une sorte de mythe fondateur. Non seulement de la société française, mais également de l'esprit français, de la culture française. Et puis c'est quand même l'un des 3 mots, hein. C'est l'un des 3 mots de la devise, républicaine. Mais enfin, les grands, je dirais, les grands héros de la liberté, est-ce que nous les lisons encore? Je ne crois pas. Est-ce que nous lisons encore Rabelais? Je ne crois pas. Est-ce que nous lisons encore Hugo? On parle beaucoup de Hugo, bien sûr, sans doute l'écrivain patrimonial français, comme le dit dans un livre récent Régis Debray. Est-ce qu'on le lit beaucoup? J'en suis pas très sûr. On entend son nom, mais on ne lit pas beaucoup son œuvre. L'absence de la liberté, ou la manière dont la liberté est un peu estompée, alors que l'on a l'impression de disposer de toutes les libertés. Bon, oui. Cette absence de la liberté, c'est aussi une absence un malaise dans la transmission de la culture qui est la nôtre. Et dans la pratique de cette liberté, justement, vous êtes écrivain philosophe, vous êtes professeur à l'Université de Bourgogne, Michel Herman. Est-ce que ce n'est pas aussi, parce qu'on va essayer de comprendre pourquoi c'est un peu estompé en tout cas, est-ce que aussi peut-être dans les écoles et ailleurs, on n'enseigne plus la liberté, ou pas vraiment, ou pas tellement? Est-ce que vous ne pensez pas que déjà là, il y a quelque chose qui devrait être beaucoup plus enseigné, beaucoup plus mis en lumière, je dirais? Ben oui, le mot lumière, c'est le mot, effectivement. Hein. La liberté telle que nous la connaissons, du moins politiquement et socialement. Qu'est-ce que c'est à l'origine? Ben, c'est les Lumières. C'est le mot de Kant, pense par toi-même. Ouais. Et ça se traduit par la notion d'autonomie. Hein. Une notion que l'on entend d'ailleurs, hein, l'autonomie des malades, des personnes âgées, l'autonomie des enfants, etc. dans l'éducation. On entend le mot autonomie, mais on n'entend pas du tout le mot liberté. Mais cela dit, l'autonomie, politiquement, elle est protégée par quoi? Par des institutions, par des lois. Ouais. C'est la grande leçon de la Révolution française, je veux dire de la Révolution des droits de l'homme de 89. Hein. Les lois vont protéger l'autonomie, c'est-à-dire la raison et la liberté de l'individu. Mais ça, on ne l'enseigne plus. Pas. Oui, ça, on ne l'enseigne pas. On l'enseigne plus. Voilà. C'est ça. Et est-ce qu'on enseigne encore, vous allez me dire, l'esprit critique? Ce qu'on appelle l'esprit critique. C'est une vaste question que vous posez. Là, c'est le professeur en moi qui l'entend. Et je dois vous dire que si être professeur, quel que soit l'endroit où on est, hein, qu'on soit à l'école ou à l'université, il y a quelque chose un peu d'une vocation, si vous voulez. Enfin, moi j'ai fait aussi ce métier, une sorte de vocation. Or, je dois vous dire que dans le domaine de la philosophie et des lettres, je suis un professeur pas très heureux aujourd'hui. Hein, disons, depuis une vingtaine d'années,
le quantum de connaissances a tout de même beaucoup diminué. Donc je crois qu'effectivement, il y a quelque chose que l'on n'enseigne plus, c'est quelque chose qui appartient, enfin que l'on enseigne marginalement, c'est quelque chose qui appartient à ce qui a fait notre culture. Et qu'aujourd'hui, on considère un peu, comme secondaire. Comme un œillet sur la boutonnière, ou presque. Oui, comme un œillet sur la boutonnière, c'est une bonne définition, mais je pensais à un événement qui m'avait, moi, beaucoup choqué, et je vous le dis, rendu malheureux. Il y a quelques années, je crois 5, 6, 7 ans, c'était la ministre des Universités de François Hollande qui avait déclaré que l'université française devait se mettre à faire des cours en anglais un peu tous azimuts. Sinon, disait-elle, je cite, sinon on va se retrouver à 3 autour d'une table à parler de Proust. Vous vous rendez compte ? Magnifique, oui. Vous vous rendez compte ? Je veux dire, l'un des plus grands écrivains français, considéré comme ça, comme un exemple de bas étage, pour nous dire, attendez, mettez-vous à la mondialisation et à la langue anglaise. C'est tout de même étonnant. Donc c'est étonnant. Moi, ça ne m'a pas étonné. Mais le fait même de l'entendre dans la bouche d'un ministre m'a rendu extrêmement malheureux. Et on a vu combien l'anglais était en vigueur, notamment à Jérusalem, chez nos présidents. On continue avec vous et restez avec nous. On va parler de la liberté et de cette chose fondamentale, la liberté, et comment effectivement la défendre. Sudreau, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous continuons la conversation avec Michel Herman, un livre remarquable, Aimons-nous encore la liberté, qui est paru chez Plomb. Un livre qui défend, effectivement, pour moi, l'une des vertus les plus importantes. D'abord, effectivement, se nourrir. On ne peut rien faire avec le ventre vide, mais après, la liberté. Et Michel Herman, ce que je voulais vous demander, en continuant cette conversation, est-ce que ce n'est pas l'autocensure ou la servitude volontaire qui est en train aujourd'hui de prendre le pas sur le reste? Oui, je pense qu'on est plus dans une époque de servitude volontaire que de liberté. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans cette époque ? Les raisons sont multiples. J'ai essayé de les cerner, elles sont multiples. Alors il y a une raison, me semble-t-il, qui, je ne sais pas si elle les domine toutes, mais c'est que nous sommes dans une société de peur et d'angoisse. Et une société de peur et d'angoisse, faisons-la débuter au septembre 2001. Le monde a changé, l'Occident en tous les cas, a changé à ce moment-là. Et passé, comme le disait l'excellent Pierre Asner, il passait du monde, tout petit mot philosophique, du monde de Kant, c'est-à-dire le monde des Lumières, le monde, même si elle n'éclaire pas toujours tout. Mais enfin voilà, le monde des Lumières au monde de la peur, au monde de Hobbes, on est dans ce monde-là. Donc, je pense que dans un monde comme ça, les gens se replient sur le conformisme. Ils ont peur de sortir des sentiers battus, des balises, etc. On a peur de... Oui, il y a un climat globalement de peur et d'angoisse économique due à la mondialisation, à la célébration de la mondialisation par les sociétés libérales pendant un certain temps. Depuis 2-3 ans, il y a un petit retour en arrière. Mais bon, donc il y a cette explication-là. Il y a une autre explication, un petit peu plus, si vous voulez, historique. Moi, il m'arrive de penser qu'on est à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que le cycle de la liberté, vous savez, la liberté, pour moi, la liberté, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Ensuite, c'est une manière d'agir. Et puis, ce sont des lois. Volonté aussi. Et c'est une volonté. Il n'y a pas de liberté sans volonté. Et sans responsabilité. Absolument. Voilà. Et ce qu'on appelle la liberté, encore un tout petit mot philosophique, mais relativement simple. Descartes disait, c'est une volonté libre. La liberté, c'est une volonté libre. Donc, ça s'ancre dans la volonté, donc dans la responsabilité. Ce cycle s'achève. Ce cycle qui a commencé, finalement, avec le XVIIe siècle, s'achève, sans doute parce que une sorte de fatigue. Une sorte de fatigue d'être libre. Et est-ce qu'il n'y a pas fatigue, oui, vous voulez dire que fatigue, c'est-à-dire qu'on a envie d'autre chose, on ne voit pas les solutions, mais vous parlez quand même beaucoup de ce qui a apparu, et on l'a vu, c'est ce qu'on va appeler la tyrannie des minorités. Oui. C'est-à-dire que ce qui se passe aussi, et pourtant la liberté, c'est pas le conformisme, c'est pas ça. Parce que regardez, au sein d'une population, vous avez raison de parler de la peur. Je veux dire, c'est quand on pense à l'époque des harakiri, des proches, des Coluche et autres, des Janson, etc., on voit les films aussi, les films qu'on ne voit plus aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le côté en disant oui, mais vous attentez, moi minoritaire, vous attentez à ma liberté en disant ça et ça et ça, donc je vous l'interdis. La norme, c'est moi. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de mutation de la norme, enfin ce que vous voulez dire la norme? Oui, je crois qu'en un mot, la valorisation des différences exclut la différence. Alors, pour essayer de vous répondre le plus précisément possible, je pense qu'on vit une époque
de difficultés dans la relation à autrui. Ça a toujours été une question sociale, évidemment. Et vous savez, c'est la fameuse phrase de Sartre, l'enfer c'est les autres. Oui. Et quand Sartre disait ça, il disait pas que l'autre est infernal. Il disait tout simplement qu'on a une condition. On n'est pas seul, on n'est pas libre seul. Il y a une sorte de condition humaine qui fait que on existe en partie dans le regard des autres. Et que parfois le regard des autres, il est peut-être trop prégnant, trop paralysant. Trop paralysant. Mais toute l'histoire de la philosophie, et c'est là aussi où il faudrait parfois reparler de l'histoire de la philosophie, toute l'histoire de la philosophie depuis les Grecs, jusqu'à la psychologie positive d'aujourd'hui, veut dire quoi ? Veut dire qu'il faut arriver à s'accommoder du regard des autres. Et tout l'esprit de la civilisation, toute la civilisation des mœurs, a poussé à cela, à essayer de faire en sorte que les gens, les hommes vivent finalement pas forcément en très bonne entente. Non, mais au moins en se tolérant. Bon. Aujourd'hui, on est dans une période totalement intolérante, c'est-à-dire qu'on considère au fond que mon droit à moi, de petit individu narcissisé, je dois faire ça parce que je le vaux bien, comme dit, vous savez, un slogan publicitaire déjà ancien, mais qui, à mon avis, dit beaucoup de choses. Et à partir de là, on valorise son petit moi, son moi idéal. Ça. Et non pas, comme dirait la psy, son idéal du moi. Son moi idéal. L'idéal du moi, c'est un idéal qui se négocie avec autrui. Et puis non, ce qui est étonnant, c'est moi qui fais la norme, et si vous n'êtes pas content, c'est que vous êtes raciste, c'est que vous êtes xénophobe, machin, etc. Alors ça, c'est la figure de la victime. La figure de la victime, le nouveau prolétaire. À un moment, la politique se faisait, en gros, par les affects. Il y a les prolétaires, ils sont les vaincus. Lutte des classes, ils sont à un moment les vaincus de l'industrialisation. Il faut arriver à faire quelque chose pour eux. Ce que tous les gouvernements, même parfois les plus réactionnaires, ont fait, d'une façon ou d'une autre. Bien sûr. Parce que l'État, c'est quand même à un moment de protéger. Aujourd'hui, c'est la victime. Il n'y a plus de prolétaires, il n'y a plus que des victimes. Et donc, il y a une sorte de mécanique moralisatrice qui fait qu'on moralise les émotions. Je suis touché par, je sais pas, le fait que tel ou tel individu ou tel groupe d'individus sont maltraités, ne sont pas traités comme ils devraient l'être. Et donc... Et oui, mais alors le corollaire, c'est... Moi, j'ai droit, j'ai pas de devoir, évidemment, j'ai le droit. Droit à l'enfant, droit à ceci, tout ça. Absolument. Et si vous n'êêtes pas d'accord, vous m'agressez. C'est-à-dire que, par exemple, si vous osez dire quelque chose qui est hors balise et hors poteau de signalisation, eh bien, vous m'agressez. On entend ça tous les jours. On retourne la charge de la preuve, si vous voulez, en quelque sorte. Voilà. Et c'est ça. Donc, ça vient du monde anglo-saxon. Ça vient, entre autres, des campus américains. Et moi, ce qui me frappe, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que l'on accepte ça, comme ça ? Pourquoi est-ce que la société française accepte ça ? Vous savez, pourquoi est-ce que les citoyens... Il y a un très joli mot de Régis Debray qui dit le citoyen, c'est l'homme sans étiquette. Tout est dit. Vous le citez dans votre livre. Voilà, je le cite dans mon livre. Eh bien, au contraire, les communautés, ce sont des étiquettes. Et ce sont des étiquettes qui s'opposent, sont des marques, en quelque sorte. Elles s'enferment, et c'est tel supermarché qui dit, moi j'ai la norme, et si vous osez dire que mon produit n'est pas bon, c'est que vous êtes raciste. Eh bien, voilà, si vous êtes raciste, vous respectez pas, au fond, la concurrence libre et non faussée. Mais comment ça se fait que... Alors, comment il se fait on va pas tout développer, mais comment ça se fait que le pays des Lumières, le pays qui a accepté pendant très longtemps, en tout cas, depuis le XVIIe siècle, une espèce de... Vous savez, c'était Voltaire qui disait « Je ne suis absolument pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à la mort, pour que... » etc. Comment il se fait qu'on a transformé ça en disant « Ah non, moi c'est GPA, etc. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes un salaud de raciste. » Qu'est-ce qui a... Ce renversement est quand même... assez je crois que c'est la mondialisation finalement des émotions et de la morale qui vient du monde anglo-saxon. Je crois que c'est ça. C'est le modèle anglo-saxon, le modèle communautaire qui peu à peu a prévalu. La chose n'est pas nouvelle. On voit ce mouvement prendre son essor dans les années 80-90 déjà. Et la déconstruction, si vous parlez de la déconstruction. C'est aussi effectivement la déconstruction. Et donc c'est ce qu'à un moment en France, ça a été le débat il y a une quinzaine d'années entre les républicains et les démocrates. Les républicains au fond, préserver le modèle français qui est un modèle national, où le citoyen n'a pas d'étiquette, et puis le modèle anglo-saxon, c'est la lutte des étiquettes, la lutte finalement des communautés, comme si c'était des sociétés commerciales, comme si c'était en quelque sorte non seulement des étiquettes, mais des marques. Auchan contre Carrefour. Auchan contre Carrefour, voilà. C'est un peu ça. Et je crois que ce modèle-là, qui est un modèle plutôt, disons, de société protestante,
tend malheureusement à s'imposer dans une partie du monde occidental. Et vous croyez que c'est inéluctable? Je parle pour la France ou pour l'Europe. Moi, il m'arrive d'être pessimiste, il m'arrive d'être optimiste, si vous voulez, parce que moi, je m'épanouis en relisant Voltaire, en lisant Rabelais, qui était le harakiri de l'époque. Hein, et je me dis que la culture française a tout de même un ADN extrêmement puissant, et que cet ADN il est peut-être possible, effectivement, que peu à peu on réagisse. On voit tout de même des réactions politiques. Elles sont assez récentes. Hein. Oui. Pour moi, elles ont quelques années. Elles sont assez récentes. Il y a des gens aujourd'hui qu'on entend, mais qu'on ne pouvait pas entendre il y a encore quelques années, parce qu'ils étaient marqués du sceau de l'infamie réactionnaire. Voilà, absolument. Maintenant, ils parlent. Maintenant, ils parlent et on les laisse parler, bien que, effectivement, cette terrible affaire contre la liberté d'expression, au fond, que sont les réseaux sociaux, sont tout de même... oui et non, alors on pourra en parler longuement. Moi, je mets un gros bémol, parce que je trouve que les réseaux sociaux, vous savez, la liberté d'expression, au contraire, elle est aussi dans les réseaux sociaux, où il y a le meilleur et le pire. Il y a le meilleur et le pire, je vous suis. Mais vous savez qu'en fait, aujourd'hui, il y a toute une presse mainstream qui ne dit pas les choses, pour des tas de raisons. Et dans les réseaux sociaux, vous avez des pépites dans cet univers, oui, c'est vraiment. Vrai. Non, c'est vrai. Donc, il ne faut pas être totalement négatif. Je suis d'accord avec vous. On a tendance à regarder ce qui va contre la liberté d'expression, hein, parce qu'il y a tout de même des insultes, des injures, des menaces. Mais vous savez, il y a pire. Juste un mot là-dessus, c'est qu'il y a le mensonge par omission. N'oubliez pas l'omerta. Je suis d'accord. L'omerta qui joue. Je suis tout à fait d'accord. Et en tout cas, vous allez rester avec nous, Michel Herman, on va continuer. Mais la liberté, disons une chose, est une chose trop précieuse pour être laissée aux politiques et pour que le citoyen ne prend pas la responsabilité de sa liberté. Je suis absolument d'accord avec vous. La liberté, c'est un sentiment personnel. On est libre lorsqu'on a l'impression que nos actes, nos actions représentent, expriment notre personnalité. Et bien, restez avec nous tous, en tout cas avec André Berkoff qui revient dans quelques instants sur Sud Radio en compagnie de son invité Michel Herman, auteur de ce livre Aimons-nous encore la liberté. C'est publié chez Plomb. 0826 300 300. Vous nous appelez, vous réagissez aux sujets qui ont été abordés dans l'émission. On se retrouve dans quelques instants pour en parler avec vous sur Sud Radio. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh bien, la liberté, nous, ici, on la pratique. Nous sommes de grands pratiquants de la liberté et on tâchera de le rester. Et avec Michel Herman, l'auteur de Aimons-nous encore la liberté, on attend les auditeurs de Sud Radio. 0826 300 300, c'est le numéro qu'a composé Sylvain. Bonjour Sylvain. Allô, bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Je voulais aborder le problème de l'immigration. Oui. Parce qu'en fait, ces 130 000 personnes réfugiés, candidats réfugiés, dont 95% vont rester. En plus, il y a ceux dont vous parliez tout à l'heure. Et tous ces gens, à un moment donné, quand ils seront régularisés, ils auront le droit de faire venir leur famille par le regroupement familial. Oui, c'est exact. Et ce regroupement familial amènera d'autres regroupements familiaux en plus, par le biais des alliances, etc. Donc, pour une personne qui rentre, on peut dire qu'il y en aura peut-être 10 ensuite qui légalement pourront arriver. Donc, 132 000, c'est peut-être 1 million après. Donc, je voulais parler de ça. Donc, le coût que ça va coûter par rapport pour chaque personne. Hein, c'est donc pour 130 000 personnes, si elles touchent 1 000 euros par mois en diverses prestations, c'est déjà 1,3 milliard. Et ensuite, il y a aussi, je me demande si tout ceci, parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a Martin Schulz, il y a Peter Sutherland, ancien haut-commissaire aux migrations auprès de l'ONU. Oui, vous parlez de l'Union européenne, là. Alors, non, Martin Schulz, lui, il était auprès de l'ONU. Ah oui, d'accord. Pas Martin Schulz, Peter Sutherland. Martin Schulz, lui, était auprès de l'Union européenne. Oui, c'est ça. Voilà, mais ces gens-là ont en commun d'avoir dit qu'il fallait entre 80 et 120 millions de migrants en Europe. Et Peter Sutherland, lui, il avait précisé que, ce sont exactement ces termes, il faut casser l'homogénéité des pays européens. Par quel biais? Par l'immigration. Il faut entre 80 et 120 millions de migrants en Europe. Et le prétexte, le renouvellement des générations.
Voilà. Oui, à cause de la démographie, et puis certains avaient dit les retraites, etc. Le principal théoricien de cela étant George Soros, le multimilliardaire bien connu. Sylvain, non, effectivement, c'est un problème extrêmement préoccupant, extrêmement grave. Certains répondent par une véritable politique démographique, d'autres, effectivement, on en a parlé ici, ont au contraire entravé cela, y compris chez certains de nos gouvernants. C'est un vrai problème, il ne faut pas le traiter ni par le rejet absolu, ni effectivement par la tolérance absolue et par la politique de la passoire. C'est très compliqué et merci en tout cas d'être intervenu là-dessus. Merci Sylvain. Tout de suite, on retrouve Laurent. Bonjour à vous, Laurent. Oui, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Berkoff et Monsieur Herman. Bonjour. Monsieur Herman aussi. Bonjour. Voilà, je voulais rebondir simplement sur la liberté. Je pense que la liberté va reculer petit à petit à cause du multiculturalisme, qui aussi est une résultante de l'immigration massive, qui est en devenir. Là, ce n'est pas une légende. Donc vous en parlez suffisamment. Et nous allons être obligés de faire de plus en plus attention à nos réactions et à notre esprit critique. Surtout envers l'islam, qui est une religion qui ne tolère pas beaucoup de critiques quand même, globalement. Il faut être dans leur sens ou rien. Bon, c'est une manière de voir les choses. Alors que moi, si on critique le pape et les catholiques, pourquoi pas, il faut que les arguments soient cohérents et pourquoi pas. Oui, pourquoi vous pas. êtes pour la liberté, effectivement, de discussion et d'expression, bien sûr. Ah, absolument, absolument. Et donc, notre liberté va reculer à cause de ça. Nous l'avons vu depuis Charlie. Donc, c'est voilà. clair. Et c'est ça, clair. Les solutions, c'est aux politiciens de prendre des initiatives fermes maintenant. Alors justement, Michel Herman, est-ce que le multiculturalisme n'a pas joué un rôle dans cette espèce d'autocensure ou en tout cas de régression, faut le dire, d'une certaine liberté, au moins la liberté d'expression? Oui, absolument. Je crois que c'est effectivement un des phénomènes sociétaux qui joue un rôle important. Et que, comme vient de le dire l'auditeur, Laurent, je crois, c'est aux politiques de prendre des décisions. Nous sommes à un moment critique. Il faut que maintenant, il y ait un certain nombre de dispositions qui soient des dispositions politiques pour arriver à réguler le vivre ensemble. Politique et judiciaire, peut-être, ou pas? Alors, judiciaire, vous pensez à quoi Non, judiciaire, de savoir quelles sanctions par rapport à par exemple, tel tentative de censure. Vous avez vu ce qui s'est passé, vous êtes mieux placé que moi. Vous avez vu Sylvia Nagasinski, qui ne peut pas parler à la faculté de Bordeaux, même François Hollande, dont on a déchiré les livres là, ça et là, tel endroit où on dit non, récemment, le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles et Charles Consigny, à Sciences Po Lille, ont été interdits de discussion. Il y a quand même quelque chose là. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Alors après le problème, il ne faut toucher aux lois qu'avavec prudence. Je suis d'accord. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Parce que, vous voyez, voilà, des interdictions quand même. Je pense que voilà, à l'université, oui, j'ai entendu parler malheureusement d'autres interdictions à l'université. C'est assez terrible. Il y a 1 an ou 2 encore, ça n'existait pas. Donc c'est quelque chose, moi en tant qu'universitaire, je ressens ça encore une fois avec beaucoup de tristesse. Je crois que l'arsenal est dans la loi. Donc à mon avis, il faut peut-être réagir. À mon avis, il suffit là d'appliquer les lois. Mais il faut que les politiques, si je comprends bien, je parle aussi aux philosophes, bien sûr, et d'abord aux philosophes, que les politiques aient la colonne vertébrale, d'appliquer les choses. La liberté, c'est une affaire de courage. Sartre disait que la liberté est un fardeau et on a l'impression que la décision courageuse pour les politiques, depuis, c'est pas nouveau, c'est pas simplement dû à l'époque actuelle, que ces décisions politiques, ce courage politique n'est pas la vertu essentielle actuelle. Je crois qu'effectivement, il y a une affaire de courage. Alors quand je pense à l'intervention de l'État, je pense qu'il faudrait limiter la possibilité, si vous voulez, à des associations d'être des personnes morales. De pouvoir porter plainte. Je pense qu'il faudrait revoir ce droit-là. C'est exact. Que n'importe quelle association ne puisse pas porter plainte, tout de suite être entendue, etc. Tout de suite être entendue, reprise par les médias, et au fond, on condamne publiquement les individus, alors que souvent, il ne s'est pas passé grand-chose du point de vue du droit, finalement, du point de vue de la loi, ou alors, là, on entre évidemment dans la liberté d'expression. La liberté d'expression, on la célèbre, mais on ne fait que au fond, la restreindre, la réduire depuis une bonne quinzaine d'années. Comme disait Voltaire à propos on se salue, mais on ne se parle pas.
Exactement. On remercie Laurent d'avoir relancé le débat sur la liberté. 0826 300 300, on retrouve Françoise. Oui, bonjour. Bonjour Françoise. Bonjour à tous les trois. Je vous appelle de Bordeaux. Oui. C'est par rapport au comportement de notre chef de l'État en Israël. Oui. En fait, je suis scandalisée parce que je trouve que c'est plutôt un comportement de voyou. De réagir comme ça, parce que s'il lui était arrivé quelque chose, moi je pense que Israël fait tout ce qu'il peut par rapport à la sécurité. C'est pas le cas de la France. Pardon. Et donc, s'il lui était arrivé quelque chose, en fait, comment le pays aurait réagi, qu'est-ce qui serait passé ça, voilà. Je vous en prie. Et donc, en fait... Oui, ce que vous dites, en fait, c'est qu'il n'avait pas à réagir comme ça parce que vous dites, vous, que le service de sécurité était là pour justement assurer sa sécurité. Absolument. Et puis surtout, il n'était pas venu pour s'agiter. Ouais. Il était venu pour une commémoration très importante. Oui. Ouais, pour donc, la libération d'Auschwitz. On se tient, je veux dire. Oui, je comprends. Surtout qu'en fait, comme il n'est pas fichu de résoudre tous nos problèmes depuis plus d'1 an... Vous estimez qu'il en crée ailleurs, quoi, c'est ça, quelque part. Oui, et puis qu'en fait, il était à côté de la plaque. Ouais. Et donc, je trouve que ça fait honte. Françoise, on vous a entendu, écoutez, vous avez exprimé votre opinion et il faut le faire tout le temps. Et tout c'est bien fort. Buvez un grand verre d'eau, nous aussi ça nous arrive Françoise, et on sait que c'est pas drôle. En tout cas, merci d'être intervenu sur Sud Radio. On retrouve Jean-Paul au 0826 300 300. Oui, bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour André, bonjour à vos invités. Voilà, ce que je voudrais évoquer, c'est le cas de cette jeune fille Greta. Oui. Je vois que depuis des mois, Greta Thunberg, oui, tous les chefs d'État, à part Trump, lui déroulent un tapis rouge, sont prêts à se genouiller devant elle comme si c'était la nouvelle Madone. Et je trouve ça d'une faiblesse abominable. Comment vous dire, je ne comprends pas qu'on n'ait rien à lui opposer. Si ce n'est Trump qui a son habitude, Non, mais vous dites que en fait, les chefs d'État s'inclinent sans poser les questions qu'il faut par rapport à ce qu'elle défend. Tout à fait. Elle arrive là, elle a 16 ans, elle donne la fessée à tout le monde, chacun s'en délecte et ne trouve rien à dire, comme si c'était normal, alors qu'on sait très bien maintenant, comment dirais-je, la fille de qui elle est. On connaît son argumentation, et puis ça va avec le reste, ça va avec cette faiblesse généralisée dans la société qui fait qu'il n'y a plus aucune cohésion, et ça date depuis des années, ce n'est pas que Macron le responsable. Bien sûr. Voilà, c'est comme la montée de l'islamisme, ça date déjà depuis Sarkozy et ainsi de suite. Et même avant, Et même avant, qui devait faire et qui n'a rien fait malheureusement. Voilà, maintenant on est dans cette situation. Et ce que je crains, c'est que s'il n'y a pas une personne charismatique un peu qui sort du lot et qui ait le courage de dire maintenant stop à certaines choses, eh bien on va se retrouver dans une situation dramatique dans ce pays. Jean-Paul, justement, je voudrais demander à Michel Herman, l'histoire Greta, elle n'est pas aussi une illustration quand même, parce que quand Jean-Paul dit effectivement, tout le monde s'incline. Alors, on peut être pour, on peut être contre, mais effectivement, ce qui est frappant, il n'y a pas d'argument. On dit, ah là, c'est la Madone, c'est Greta, surtout laissez pas parler, merveilleux, c'est jeune et tout ça. Et là aussi, il y a quelque chose de... Oui, alors là, il y a quelque chose, disons, qui m'a frappé. Je crois qu'elle met en scène une émotion éminemment contemporaine qui est la colère. Je me suis intéressé à la colère dans un livre précédent, et je crois que l'émotion ou l'humeur, ou les humeurs contemporaines se retrouvent beaucoup dans les accès colériques. Et elle met prodigieusement, merveilleusement ça en scène. Si bien que les gens se trouvent en quelque sorte démunis pour lui répondre. Parce que soit à la colère... Parce que c'est la colère, on dit comment qu'on ne répond pas à la colère. On ne peut pas répondre à la colère, on ne peut que la subir, on ne peut que la... Bon, hors de cette colère, Greta Thunberg en a fait une passion, en quelque sorte. Elle devient une passionnariat.
Donc je crois qu'elle est extrêmement subtile. Son discours est extrêmement subtil. Surtout qu'il est encadré. On sait très bien qu'elle est pas toute seule. C'est pas elle qui voilà. Donc ça rend, si vous voulez, il est difficile aujourd'hui. Regardez comment politiquement il est difficile de répondre aux colères. La colère des gilets jaunes, la colère des grévistes, etc. Il est extrêmement difficile. Soit les hommes politiques ou l'État ont une réaction frontale. Et donc là, il y a une sorte de viralité à ce moment-là de la colère, soit en quelque sorte on attend que ça passe. Donc savoir, regardez aussi dans un autre registre Jean-Luc Mélenchon, qui est un formidable metteur en scène de la colère politique et des humeurs politiques beaucoup plus que des idées. Et c'est ce qui se passe, je crois, avec Greta Thunberg. Merci en tout cas Michel Herman, et je crois que nous allons nous attacher à aimer de plus en plus la liberté parce qu'on n'a pas le choix. Merci à vous. Je rappelle la référence de votre ouvrage que tous nos auditeurs peuvent se procurer dans les librairies. Aimons-nous encore la liberté, c'est publié chez Plomb. Merci à vous Michel Herman. Merci beaucoup. André Berkoff. On retrouve demain à midi de bonne humeur, bon pied, bon oeil comme toujours sur Sud Radio de midi à 13h comme chaque vendredi. La journée continue sur Sud Radio. Dans quelques instants nous retrouvons Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Aujourd'hui Jacques Pessis reçoit Isabelle Mergot. Belle journée à vous sur Sud Radio.